Elle a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À présent, un autre avocat souhaite refaire des analyses sur les échantillons de sang de Devier datant d'il y a près de 13 ans. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre la trahison ultime? Dans cette vidéo, nous dévoilons les tueuses les plus folles réagissant à des peines insensées. De la froideur glaçante aux explosions de colère, ces femmes font face à tout le poids de leurs actes. Le troisième cas, Michel Despins, va vous laisser sans voix. Son plan choquant contre son mari est une histoire que vous n'oublierez pas. Commençons. Le 14 février 2017, Janelle Bauer, 43 ans, a appelé le 911 dans le Michigan parce que son mari avait été abattu et tué dans leur maison. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert que Gregory Bauer, âgé de 35 ans, était mort d'une seule balle dans la tête, dans le sous-sol de sa maison. En fouillant les environs, ils ont trouvé Janelle Bauer dans le garage, blessée par balle au bras. Elle a déclaré avoir appelé le 911 après s'être disputée avec Gregory. Janelle et Gregory étaient en instance de divorce et étaient séparés depuis un certain temps. Ils avaient 2 enfants et le jour du meurtre, aucun d'eux n'était présent. Après avoir évalué la situation, la police a demandé à Janelle ce qui s'était passé. Elle a affirmé qu'elle et Gregory s'étaient disputés lorsque soudainement, il avait sorti son arme et lui avait tiré dans le bras. Elle a dit qu'il s'était ensuite tiré dessus et c'est à ce moment-là qu'elle avait appelé la police. Le seul problème avec son récit était l'apparence de la scène de crime et la position dans laquelle Gregory était tombé. Immédiatement, la police a pensé que Janelle mentait et a conclu qu'il s'agissait d'un homicide plutôt que d'un suicide. Je l'ai frappé à la tête avec ma main ouverte, comme ça. Il est devenu fou, a attrapé l'arme et a tiré sur... Combien de fois? Je ne sais pas. Lorsque des analyses médico-légales ont été effectuées, il a rapidement été révélé que Gregory Bauer ne s'était pas tiré dessus. En réalité, c'est Janelle qui lui a tiré dessus avant de tirer d'autres balles dans la pièce. C'est aussi elle qui s'est tiré une balle dans le bras parce qu'elle avait besoin que la police croie son histoire. Janelle a été arrêtée et inculpée de meurtre avec préméditation et de possession illégale d'une arme à feu. Une enquête plus approfondie a révélé qu'après avoir tué Gregory, Janelle avait réarrangé la scène du crime pour faire croire qu'elle disait la vérité. Janelle affirmait que Gregory était un homme violent et abusif, mais toutes les autres personnes qui le connaissaient disaient le contraire. Ainsi, après avoir été inculpée, Janelle a plaidé coupable de meurtre au second degré, ce qui a inévitablement réduit la possibilité qu'elle soit condamnée à la prison à vie. En février 2018, Janelle s'est finalement présentée devant le tribunal, tandis que ses anciens beaux-parents faisaient des déclarations sur l'impact du drame. Sharon Bauer, la mère de Gregory, a dit au tribunal et à Janelle que son fils n'avait pas besoin de mourir. Elle a dit « Tu n'avais pas le droit de tuer mon fils. Il n'a fait que te croire, t'accueillir et t'aimer. J'espère seulement que là où tu vas, tu recevras toute l'attention que tu recherches, et même plus. » Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Tu as brisé nos vies, et plus important encore, celle des enfants de Greg. Je souhaite seulement pouvoir échanger ta vie inutile, égoïste et pathétique contre celle de Greg. Le frère cadet de Gregory a également fait une déclaration d'impact. Il s'est adressé à Janelle et lui a dit que ses actes avaient privé Gregory de voir leurs enfants grandir et devenir eux-mêmes. Il lui a aussi dit « J'espère que tu pourras. » Avant que Janelle ne soit condamnée, elle s'est simplement tournée vers le juge et s'est excusée d'avoir ôté la vie à Gregory. Elle a été condamnée à une peine de 17 à 19 ans de prison. Janelle Bauer a tué son mari pour des raisons qui se sont avérées être des mensonges. Comment cela se compare-t-il à une femme qui a tué son mari pour cacher les mensonges qu'elle lui racontait? Elle a été reconnue coupable et condamnée prison à vie sans libération conditionnelle. Dès son plus jeune âge, Kristen Rossum a développé un intérêt pour la cigarette et la bière. C'est au lycée qu'elle a commencé cette habitude. On ne savait pas vraiment pourquoi elle en avait besoin, mais elle s'est rapidement tournée vers la marijuana. Cependant, elle a déclaré que cela avait peu d'effet, alors en 1992, Rossum a commencé à consommer de la méthamphétamine. En 1994, elle a rechuté et a dû quitter l'université. Finalement, elle a rapidement surmonté son addiction et s'est inscrite à l'université de San Diego. C'est là qu'elle a rencontré Greg DeVillers et qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Rossum a obtenu son diplôme avec mention en 1998 et a commencé à travailler comme toxicologue. Elle a épousé DeVillers en 1999. Cette vie heureuse n'a pas duré longtemps car Rossum a entamé une liaison avec son patron, le Dr Michael Robertson, en 2000. Plus tard cette année-là, DeVillers a été horrifié d'apprendre qu'elle l'avait non seulement trompé, mais qu'elle avait aussi continué à consommer de la méthamphétamine. Elle avait accès à la drogue grâce à l'aide de son amant, qui était aussi son complice. DeVillers a menacé de dénoncer les deux auprès du médecin légiste si elle ne quittait pas son travail et ne rompait pas avec Robertson. Le 6 novembre 2000, Rossum a appelé le 911 dans la nuit et a déclaré que DeVillers s'était suicidé. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont été confrontés à une scène étrange.
De était inconscient dans leur lit et des pétales de rose étaient éparpillés autour de lui. Il a été déclaré mort et Rossum a dit à la police qu'il s'était suicidé. Malgré cela, la famille de Deviers a affirmé que ce n'était pas vrai et qu'il n'était pas suicidaire. À contre-cœur, la police a ouvert une enquête pour homicide. Comme Rossum travaillait comme toxicologue au centre médical de San Diego, l'autopsie de Deviers a été confiée à un laboratoire externe afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Un mois après la mort de DeVillers, Rossum et Robertson ont été licenciés à cause de la dépendance de Rossum à la méthamphétamine et du fait que Robertson la couvrait. Peu de temps après, les résultats des analyses sont revenus et ont révélé qu'il avait 7 fois la dose létale de fentanyl dans son organisme. Quelque chose clochait et la police a commencé à prendre l'affaire au sérieux. 7 mois après le meurtre de DeVillers, Rossum a été arrêtée et inculpée de meurtre. Lors de l'interrogatoire, elle a affirmé qu'elle était partie travailler le matin et qu'elle était rentrée l'après-midi pour donner un bol de soupe à son mari malade. Elle est ensuite retournée au travail avant de rentrer chez elle vers 19h. Elle a dit que c'est après avoir pris une douche et être entrée dans la chambre qu'elle a découvert DeVillers allongé, inerte sur le lit. L'appel au 911 donnait l'impression que Rossum pratiquait la réanimation cardio-pulmonaire, mais cela ne l'a pas innocentée. Elle a été traduite en justice où un reçu pour une unique rose rouge achetée par Rossum a été présenté. La défense a affirmé que DeVillers avait froissé la rose autour de lui après avoir consommé du fentanyl. Cependant, la quantité de fentanyl présente dans son organisme montrait que cela n'était pas possible. Les analyses ont également révélé que la dose de fentanyl avait été administrée au moment où Rossum était rentré chez elle et avait donné de la soupe à son mari. Les procureurs ont affirmé que Rossum avait tué son mari pour cacher sa liaison et sa dépendance à la méthamphétamine. Ainsi, le 12 novembre 2002, Rossum a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et à une amende de 10 000 $. Dans un très court extrait vidéo, on pouvait la voir en train de pleurer. Kristen Rossum a tué son mari pour cacher sa dépendance et sa liaison. Michel Despins a tué le sien pour pouvoir être avec une autre personne et profiter de la mort de son mari. Mon père? Madame, ton père sera arrêté pour meurtre. Par le père de Mark? Non, madame, ton père. Mark Despins était un investisseur immobilier et un évaluateur immobilier prospère à Jonesboro. Il a vécu une vie plutôt réussie avec sa femme, Michelle, et sa belle-fille, la fille de Michel issue d'une relation précédente. Mark Despins travaillait dans une entreprise familiale avec ses parents avant l'arrivée de Michel. À cause des disputes constantes basées sur les mensonges que Michel racontait à son mari au sujet de ses parents, Mark et ses parents se sont rapidement brouillés et il a lancé son entreprise avec Michel qui gérait leur argent. Michel avait l'intention d'isoler Mark de sa famille afin de pouvoir faire ce qu'elle voulait de ses finances. Ainsi, dans une nouvelle tentative désespérée, elle a demandé à sa fille de prendre des photos intimes d'elle-même et de les envoyer sur le téléphone de Jack. Elle a affirmé que Jack Despins, le père de Mark, avait forcé sa fille à prendre ces photos. Peu de temps après, Jack a été arrêté et sa femme, Tana Despins, l'a quitté. Après quelques années, la fille de Michel a commencé à flancher et n'arrêtait pas de changer les détails concernant l'incident présumé. À cause de cela, Jack a été libéré et sa femme est revenue vers lui, réalisant qu'il n'était pas une mauvaise personne. Cela avait déjà endommagé leur relation et Michel Despins a réussi à isoler son mari de sa famille. Cela lui a donné l'occasion de dépenser l'argent de Mark pour son amant, un banquier beaucoup plus jeune pour qui elle travaillait. Bientôt, Mark a commencé à échouer et s'est retrouvé avec une dette de plus d'1 million de $. Après que Michel ait appris que Mark avait souscrit une assurance vie, elle a commencé à planifier quelque chose de mortel. Qu'est-il arrivé à votre mari, madame? Oh mon Dieu, il est mort. 911. Madame, prenez une grande inspiration, d'accord? Dites-moi ce qui se passe. En août 2011, Michel est rentré du travail et a trouvé Despins mort chez eux. Il avait été abattu d'une balle dans la tête et dans la poitrine. Michel a appelé le 911 et la police a d'abord pensé qu'il ne s'agissait que d'un cambriolage qui avait mal tourné. Cependant, lorsqu'ils se sont rendus compte que les objets que des voleurs auraient pris étaient toujours là, ils ont commencé à avoir des soupçons. Cela n'a pas aidé non plus que Michel et son père, Carl Kelly, n'arrêtaient pas de désigner et d'accuser Jack Despins d'avoir tué son fils. Avec les versions contradictoires et le fait que l'affaire ne disposait que de très peu de preuves, le corps de Mark a été remis à Michel et il a été enterré. Même après sa mort, Michel a isolé Mark de sa famille qui n'a été autorisé à le voir que juste avant son enterrement. L'enquête piétinait jusqu'à ce que la police reçoive un tuyau d'une personne anonyme. On leur a dit qu'un homme nommé Terrence Barker se vantait d'avoir tué Mark. On leur a également appris que, le jour du meurtre, une vieille Mercedes bleue tournait autour du domicile de Mark. Barker a été arrêté et il a rapidement avoué avoir tué Mark. Cependant, il ne le connaissait pas et on lui avait simplement proposé des milliers de dollars pour exécuter le contrat. Il a déclaré que la personne qui l'avait approché était Johnny Hubbard.
l'un des locataires de Mark dans les immeubles qu'il possédait. Le père de Michelle était collecteur de loyer dans l'immeuble où vivait Johnny. Par coïncidence, Johnny possédait la Mercedes dont la police avait entendu parler. Après l'arrestation de Johnny, il a rapidement impliqué Carl Kelly, affirmant que ce dernier lui avait donné accès à la maison de Mark. Kelly a été arrêté et, lorsque Michelle l'a appris, elle s'est retournée contre lui en disant qu'il avait probablement tué son mari pour pouvoir toucher une part de l'énorme police d'assurance-vie de Mark. Cependant, lorsque les détectives ont eu accès au téléphone de Kelly, Barker, Johnny et Michelle, ils ont découvert qu'il y avait plus dans cette histoire. Le jour du meurtre, Michelle avait envoyé un texto à son père. Ça doit être aujourd'hui. Elle a ensuite trompé Mark pour qu'il sorte de la maison tandis que Kelly donnait à Barker accès à la maison. Michelle a été arrêtée et accusée du meurtre de son mari. Carl Kelly et Terrence Barker ont été condamnés à 35 ans de prison pour meurtre au premier degré. Johnny Hubbard a écopé de 18 ans de prison pour avoir entravé l'arrestation, en violation d'une probation antérieure. Carl Kelly est décédé d'une insuffisance cardiaque congestive peu de temps après. En 2014, Michelle a négocié un accord de plaidoyer en plaidant coupable de 3 chefs d'entrave à l'arrestation. Elle a évité une accusation de meurtre capital et a été condamnée à 30 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Comme Michelle Despain, Denise Williams a fait assassiner son mari afin de toucher son assurance-vie. Je vous déclare coupable des chefs d'accusation 1 et 2. Pour le chef d'accusation 1, je vous condamne à 30 ans de réclusion au département des corrections. Pour le chef d'accusation 2, je vous condamne à la prison à vie. Le 16 décembre 2000, Mike Williams a disparu après être allé chasser le canard sur le lac Seminole, en Floride. La justice ne sera rendue que 17 ans plus tard, et la personne derrière toute cette tragédie était sa femme, Denise Williams. Mike et Denise se sont mariés en 1994 et ont eu une fille. Leur vie était heureuse et simple. Comme passe-temps, Mike aimait chasser le canard et il y allait souvent chaque matin. En 1999, Mike a souscrit une assurance-vie d'1 million auprès d'un homme nommé Brian Winchester. Winchester était un ami d'enfance de Denise, et il est vite devenu le meilleur ami de Brian également. Dans l'après-midi du 16 décembre 2000, Denise a appelé son père pour lui dire que Mike n'était pas revenu de sa partie de chasse. Le père de Denise et Winchester ont parcouru les endroits où ils savaient que Mike allait fréquemment. Près d'une rampe de mise à l'eau, ils ont trouvé sa voiture et ont appelé la commission de la conservation. Une équipe de recherche a été organisée, mais ils ont dû arrêter après qu'une tempête ait éclaté. On pensait que Mike s'était noyé parce que son bateau avait été retrouvé avec un fusil de chasse à l'intérieur. En raison de la configuration du lac, il se pourrait qu'il ait été piégé sous les souches et les massifs d'hydride dans les eaux profondes. Le corps de Mike n'a pas été retrouvé et on a supposé que son corps avait été découvert par des alligators qui l'auraient emporté. La nuit suivant la fin des recherches et la déclaration officielle de la mort de Mike, Denise a organisé une cérémonie commémorative pour son mari. Alors que Denise acceptait la disparition de son mari, sa mère, Cheryl Williams, refusait de l'admettre. Alors elle a passé des annonces dans le journal, écrit aux policiers, et a rapidement commencé à envoyer une lettre par jour au gouverneur de Floride. Pendant ce temps, Denise avait encaissé la police d'assurance de Mike et reçu 5 millions de dollars. 5 ans plus tard, elle a épousé Winchester et ils ont continué à vivre dans la maison que Denise et Mike avaient partagée. Cheryl Williams n'a jamais cessé de chercher son fils car elle était convaincue qu'il ne pouvait pas s'être noyé dans le lac. Même si l'affaire a été classée 2 fois, elle est restée persévérante jusqu'à ce que les choses commencent à changer à nouveau. Lorsque les détectives ont examiné l'affaire de plus près, ils ont découvert qu'il n'était pas possible que des alligators aient cherché de la nourriture au moment où Mike a disparu. Ils se sont rendus compte que rien n'aurait pu faire disparaître le corps de Mike du lac de cette façon. Assez rapidement, ils ont commencé à envisager la possibilité que le lac ne soit même pas l'endroit où il avait disparu. Un énorme rebondissement a eu lieu dans l'affaire près de 16 ans plus tard. Winchester et Denise avaient divorcé à cause de l'addiction sexuelle de Winchester. Le 5 août 2016, Denise a vu quelqu'un monter à l'arrière de sa voiture et il s'est avéré que c'était Winchester. Il lui a pointé une arme dessus et lui a dit que la raison pour laquelle il faisait cela était parce qu'elle bloquait ses appels et ses messages. Denise a réussi à le convaincre de ne rien faire de regrettable. Elle a également promis qu'elle n'irait pas voir la police, alors il l'a laissé partir. Denise est allée directement à la police et leur a dit que Winchester l'avait kidnappé. Il a été condamné à 20 ans de prison pour ce crime. En 2017, il a soudainement été révélé que les restes de Mike avaient été retrouvés. Les restes de Mike ont été retrouvés à 5 milles de l'endroit où il avait grandi et l'ADN qu'ils ont pu extraire de ces restes correspondait à celui de sa propre mère. Denise a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et de complicité après coup.
Winchester a rapidement avoué que lui et Denise avaient planifié le meurtre de Mike afin de pouvoir être ensemble et toucher son assurance-vie. Winchester a admis avoir tiré sur Mike en plein visage après avoir tenté de le noyer sans succès. Il a déclaré que, puisqu'il n'avait pas réussi à noyer Mike, il l'avait tué et enterré à l'endroit où ses restes ont ensuite été retrouvés. Denise a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à la prison à vie. Elle n'a rien dit au tribunal et est restée muette pendant la plupart des audiences. La mère de Mike, en revanche, a pris la parole au tribunal. J'ai écrit 2600 lettres au gouverneur de Floride pour demander de l'aide afin de retrouver mon fils. Après sa condamnation, tous les biens de Mike ont été attribués à sa fille, qui a maintenant 20 ans. Dans le cadre de l'accord conclu par Denise, sa fille n'était pas autorisée à payer les frais juridiques de sa mère. Denise purge sa peine au centre d'accueil pour femmes de Floride. Denise n'a pas payé pour ses crimes pendant longtemps. On ne peut pas en dire autant de notre prochain cas. La maison du cousin, quelqu'un lui a tiré dessus ou quelque chose s'est produit. Il est décédé. Environ. Quelle est son adresse? Eh bien, D'accord. Quel âge a-t-il? 69 ans. Sommes-nous certains qu'il est décédé? Oui, madame. D'accord. Judith Nix et son mari étaient divorcés depuis 2011, mais ils sont restés en contact et ont vécu ensemble la plupart du temps. Ils avaient été mariés pendant 25 ans avant cela et ils avaient tous les deux des enfants issus de relations précédentes. Le 20 et 1 mars 2016, Judith a appelé le 911 en disant qu'elle avait trouvé Keith Nix mort d'une blessure par balle. Elle lui apportait le dîner lorsqu'elle a fait cette découverte. Lorsque l'opératrice lui a demandé si Keith était suicidaire, elle a répondu que oui. Judith a dit au policier qu'elle avait appelé Keith plus tôt mais qu'il n'avait pas répondu au téléphone. Elle a dit qu'il avait dû se suicider. Cependant, lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner la situation, ils ont découvert que Keith avait reçu 2 balles. Pour eux, il était illogique qu'une personne qui se suicide puisse se tirer 2 balles dans la tête. L'autopsie a également révélé qu'il était mort 14 heures avant que Judith n'appelle le 911. L'enquête a commencé et Michelle, la première fille de Judith, faisait partie des premières personnes interrogées. Michelle a affirmé que Keith était violent et qu'elle et sa sœur, Angela, ne s'entendaient pas avec lui. Elle a également contredit l'histoire que sa mère avait racontée à la police. Elle a rapidement été arrêtée et accusée de complicité de meurtre après. Lorsque Judith a appris cela, elle s'est présentée et a avoué. Elle a déclaré que le matin du meurtre, Keith l'avait menacée parce qu'elle lui devait 20 et un $0 pour avoir trop dépensé pour ses filles. Elle a affirmé qu'il avait menacé de lui tirer dessus et qu'il s'était battu pour le pistolet. Elle s'est emparée de l'arme et celle-ci a tiré 2 fois, tuant Keith. Cependant, des incohérences subsistaient dans cette histoire car la chambre de Keith ne montrait aucun signe de lutte. À cause de cela, elle a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. Ses filles n'étaient pas innocentes non plus car elles l'avaient aidé à nettoyer la scène du crime. Les enquêtes ont révélé que Judith hériterait de la maison si Keith mourrait avant elle. Elle pourrait alors vendre la maison et utiliser l'argent pour rembourser d'autres dettes. Elle a été traduite en justice et, en échange de l'abandon de toutes les charges, les filles de Judith ont accepté de témoigner contre leur mère. 1 an après le meurtre de Keith, Judith a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 45 ans. Le crime tragique de Judith Nix fut d'un acte de violence impensable, mais l'affaire suivante nous plonge dans un territoire encore plus sombre. Kendria Cook, une jeune femme dont les actes ont déchiré une famille dans un geste brutal et insensé. Ce qui devait être un simple carjacking s'est transformé en drame mortel à Daytona, en Floride. Kendria Cook avait 18 ans lorsqu'elle a commis un crime qui allait changer sa vie à jamais. Cook sortait avec son petit ami, Kendrick Bass, depuis un certain temps avant qu'il ne lui propose une opportunité d'affaires pour qu'il puisse gagner de l'argent plus rapidement. Cook a accepté et ils ont commencé à élaborer un plan. Le 22 mars 2017, Kendria Cook s'est connecté à l'application sociale MeetMe et a commencé à discuter avec Perry Nida, un homme de 28 ans. Cook a alors attiré Perry de Palm Coast à South Daytona en lui parlant de sexe et de marijuana. Nida a accepté de rencontrer Cook et lui a dit qu'il était en route. Il a invité Emmanuel Purcell, âgé de 18 ans, à l'accompagner. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit convenu, ils ont rencontré Cook comme elle l'avait promis. Elle est montée dans le pick-up avec Nida et Purcell. Après qu'elle soit montée dans le véhicule, Bass a attendu un moment avant de sauter sur la banquette arrière avec une arme à feu. Lorsque Purcell s'en est rendu compte, il a repoussé Bass, qui a tiré sur Purcell avant que lui et Cook ne s'enfuient. Purcell a survécu et a rapidement parlé à la police de ce qui s'était passé. 2 jours après cet incident, Cook et Bass se sont associés pour un autre carjacking. C'est à ce moment-là que Cook a été arrêté. Bass, en revanche, s'est enfui et a réussi à échapper à la police pendant 10 mois. Pendant ce temps, Kendria a été arrêtée et inculpée.
pensant qu'elle ne serait pas envoyée en prison. Quoi qu'il en soit, elle a été accusée de complot, de carjacking, de tentative de carjacking avec une arme mortelle et de coups et blessures graves. L'accusation de complot signifiait que Keandrea pouvait être condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En raison d'une mauvaise communication avec son avocat, Keandrea et sa mère étaient convaincus qu'elle n'irait pas en prison si elle acceptait un accord de plaidoyer. Son avocat lui a conseillé de plaider sans contestation afin que l'accusation de complot soit abandonnée. Si elle plaidait sans contestation en tant que principale pour carjacking avec une arme mortelle, principale pour tentative de carjacking avec une arme mortelle, et principale pour coups et blessures aggravées avec une arme mortelle, elle obtiendrait une probation et n'irait pas en prison, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Suivant les conseils de son avocat, Keandrea a plaidé non coupable et s'est présenté au tribunal avec la conviction qu'il ne s'agissait que d'une formalité. Keandrea et sa mère ont été choqués lorsque le juge de circuit Matt Foxman a condamné Keandrea à 20 ans de prison avec 20 ans de probation à courir en même temps que sa peine de prison. En entendant cela, Keandrea et sa mère commencèrent à pleurer très fort. Ces images de la salle d'audience sont rapidement devenues virales et ont été vues des millions de fois par les internautes. De nombreuses personnes qui ont lu l'article ont rapidement souligné que c'était la faute du défenseur public qui avait initialement défendu sa cause. Cook pleurait avant de s'effondrer et de devoir être transportée hors de la salle d'audience. Elle se serait évanouie. Lors de la comparution suivante, le juge Foxman a autorisé Cook à retirer son accord de plaidoyer après qu'elle ait fourni un enregistrement dans lequel son ancien avocat lui assurait qu'elle n'irait pas en prison. Sa peine a également été annulée et elle a été autorisée à recommencer la procédure de condamnation en 2018. Cette fois-ci, Cook n'a pas pleuré car elle savait à quoi s'attendre. Elle a de nouveau plaidé sans contester et cette fois, elle a été condamnée à 11 ans de prison avec 20 ans de probation, à purger en même temps que sa peine de prison. Je veux juste te dire que je suis désolée pour la mère de Whitney, que son fils était blessé par balle, car je ne voulais pas qu'il soit touché. Avant d'être escortée, elle a présenté ses excuses à la famille de la victime leur disant qu'elle n'avait pas voulu que leur fils soit blessé par balle. Keandrea Cook sera libérée de prison en 2029. Kendrick Bass, en revanche, a finalement été arrêté 10 mois plus tard pour un crime sans rapport. Concernant le crime qu'il a commis avec Cook, il a été condamné à 20 ans de prison. Keandrea Cook a conspiré pour voler quelqu'un et cela a failli aboutir à un meurtre. Mais comment cela se compare-t-il à l'horrible crime d'avoir battu à mort un tout-petit à cause d'un accident de peau? À quel point un tout-petit peut-il faire un tel désordre pour que cela justifie de l'abattre à mort? Eh bien, pour Erica Butts et Shanita Cunningham, âgées de 25 ans, tout ce que la fillette avait à faire était d'uriner par terre. En 2009, Laisha Richardson a emmené sa fille de 3 ans, Serenity Richardson, rendre visite à sa marraine. Erica Butts était la marraine de Serenity et la meilleure amie de Laisha depuis l'enfance. Erica vivait à Somerville, en Caroline du Nord, avec sa compagne, Shanita Cunningham. Serenity était censée rester chez Butts pendant 2 semaines. Laisha était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa fille vivante. Serenity a eu un accident de propreté dans leur maison pendant son séjour. Elle avait uriné par terre. À cause de cela, Erica et Shanita ont battu Serenity avec une ceinture et plusieurs cintres en plastique. Toutes les deux ont continué à la frapper jusqu'à ce que Serenity ne réagisse plus. Lorsqu'elles s'en sont aperçues, elles ont mis de l'eau de javel sous son nez dans une tentative de la ranimer. Comme elle ne réagissait pas, elles ont placé son corps sur de la glace. Après avoir tout essayé en vain, Butts a appelé sa mère, qui a contacté le 911. Le spectacle auquel les secours ont été confrontés était horrible. Ils ont rapporté que chaque centimètre du corps de Serenity était couvert de bleus et de marques de ceinture. Selon le procureur, aucune partie du corps de Serenity n'était épargnée, à l'exception de la plante de ses pieds. Il y avait de multiples coupures sur sa poitrine, son ventre, ses jambes, ses bras, son dos et sa tête. Serenity a été déclarée morte et les 2 femmes ont été arrêtées. La gravité des coups portés à la jambe de cet enfant et dire que vous n'avez pas reconnu ce qui avait été fait, ignorer ce qui devait être les sons atroces émis par cet enfant au quotidien, est plus que troublant pour ce tribunal. Au tribunal, les 2 femmes ont avancé l'argument le plus répugnant qui soit. Le juge qui présidait l'audience était consterné et bouleversé par cela. Elles ont affirmé qu'elles ne savaient pas que battre Serenity allait la tuer. Lors de l'audience, la juge a rejeté leur argument en déclarant qu'il est impossible d'ignorer les cris de douleur provenant de Serenity. Erica a insisté sur le fait qu'elle était innocente et qu'elle n'avait pas tué Serenity. Elle a admis l'avoir frappée avec la ceinture, mais a affirmé qu'elle ne l'avait pas tuée. L'avocat de Shanita a déclaré qu'Erica était agressive et qu'elle portait la plus grande part de responsabilité. La juge en charge de l'affaire DeAndre Richardson ne s'est pas intéressée à leur jeu de renvoi de la faute. Shanita a plaidé coupable des charges retenues contre elle.
Mais Erica a continué de clamer son innocence. Malgré cela, toutes deux ont été condamnées à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En entendant cela, elles se sont effondrées sur le sol dans la salle d'audience. La mère d'Erica s'est également mise à crier et a dû être escortée hors de la salle d'audience. Les deux condamnés ont été emmenés en fauteuil roulant pour commencer leur peine. Alors qu'Erica et Shanita ont activement assassiné Serenity, comment cela se compare-t-il à une mère qui a laissé sa fille enfermée seule à la maison pendant 10 jours alors qu'elle se trouvait à l'autre bout du continent? Le comté de Cuyahoga, à Cleveland dans l'Ohio, a vécu quelque chose d'une telle gravité que beaucoup de gens n'arrivent pas à le concevoir. La femme que vous venez de voir être condamnée s'appelle Christelle Candelario et elle a 31 ans. Crystal fait face à des accusations de meurtre aggravé et de mise en danger d'enfants. En juin 2023, Christelle a laissé sa fille de 16 mois dans un parc pour bébés et a franchi la porte. Jaylene Candelario a été laissée avec quelques biberons de lait dans le parc avant que Christelle ne parte. Sa mère est partie en vacances pendant 10 jours à Porto Rico. Christelle a arpenté les rues des Caraïbes la nuit avec un ami et a profité de la plage ensoleillée le jour. Elle est ensuite partie à Detroit et a passé la fin de ses vacances là-bas. Pendant tout ce temps, Jaylene Candelario luttait pour son dernier souffle après une grave déshydratation et la faim. Les voisins ont déclaré qu'ils pouvaient entendre l'enfant crier et pleurer vers 1 du matin après le départ de sa mère. Personne n'est venu à son secours. Candelario est revenue le 16 juin, 10 jours plus tard. Lorsqu'elle est entrée chez elle, elle a été confrontée à une scène horrible. Le corps sans vie de Jaylene se trouvait dans le parc pour bébés. Elle était morte sans que personne ne vienne l'aider. Paniquée, Christelle a appelé le 911. Même si elle était paniquée, Christelle a tout de même essayé de cacher son crime. Lors de l'autopsie, j'ai examiné le corps d'une petite fille très émaciée. À ce moment-là, elle pesait 13 livres. Après avoir consulté les dossiers médicaux, cela indiquait une perte de poids d'environ 7 livres depuis sa dernière visite chez le médecin moins de 2 mois auparavant. Avant l'arrivée des premiers secours sur les lieux, Christelle a habillé Jaylene avec des vêtements propres, essayant de dissimuler les horreurs que le bébé avait subies avant de mourir. Jaylene se trouvait dans un parc pour enfants couvert d'urine et de matière fécale. Elle était gravement déshydratée et avait énormément maigri. Ses yeux étaient enfoncés. Elle avait les lèvres sèches et il y avait des excréments humains dans sa bouche et sous ses ongles. Au moment de sa mort, Jaylene pesait 3 kilos de moins qu'elle ne pesait 2 mois plus tôt. Elle avait perdu 3 kilos à cause de la négligence, de la faim et de la soif. Même si Christelle aurait pleuré, son histoire s'est rapidement effondrée et elle a été arrêtée. Christelle a rapidement été inculpée d'un chef de meurtre aggravé et d'un chef de mise en danger d'enfants. Mais lorsque nous avons commencé à creuser davantage dans l'enquête, c'était au-delà de l'horreur. Il a été révélé que l'accusée, Christelle Candelario seule, sans aucune protection, pour endurer ce que j'ai entendu être la mort la plus atroce et la plus inimaginable qu'on puisse concevoir. Nous entendons maintenant Christelle Candelario elle-même, le jour où sa fille a été déclarée morte. Lors de sa condamnation, les représentants de la loi n'ont pas pu retenir leurs larmes en racontant ce que Jaylene avait enduré dans ses derniers jours. La médecin légiste en charge de l'affaire a tenté de retenir ses larmes lorsqu'elle a fait sa déclaration. Elle aurait déclaré « La douleur et la souffrance qu'elle a endurées n'ont pas duré seulement des heures ni des jours, mais peut être même une semaine. » Ce sentiment d'abandon pendant des jours entiers associé à la douleur de la faim et à une soif extrême est un type de souffrance que je ne pense pas que l'un d'entre nous puisse jamais pleinement comprendre. Oui. L'agente de police en charge de l'affaire n'a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu'elle a parlé de ce qu'ils ont vu. La sergente de police Teresa Gomez a pleuré en déclarant devant le tribunal que cette affaire resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Je suis profondément et extrêmement blessé par tout ce qui s'est passé, par chaque événement et chaque interaction qui a conduit à cette situation douloureuse. Je n'essaie absolument pas de justifier mes actes, ni de minimiser ma responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais personne ne savait réellement à quel point je souffrais intérieurement, à quel point la douleur était profonde et constante, et ce que je traversais personnellement et émotionnellement à ce moment-là, dans le silence le plus total. Christelle a également eu l'occasion de s'exprimer et elle a présenté ses excuses pour ce qu'elle avait fait. Elle s'est exprimée par l'intermédiaire d'un interprète et a déclaré au tribunal que ce qu'elle avait fait n'était pas intentionnel. Elle a attribué cela à une maladie mentale, en particulier à la dépression et à l'anxiété. Candelario était en larmes lorsqu'elle a déclaré au tribunal que personne ne savait ce qu'elle traversait. Elle a également affirmé que ce voyage avait été fait sur un coup de tête. Elle a expliqué qu'elle avait simplement saisi une valise qui avait été préparée des mois auparavant et quitté la maison sans se retourner. Après qu'elle ait eu l'occasion de s'exprimer, le juge Brandon D. Sheehan a réprimandé Christelle en prononçant sa sentence.
Il a déclaré que, puisqu'elle avait enfermé Jaylin dans une minuscule cellule sans liberté jusqu'à sa mort, elle recevrait la même peine. Finalement, Christelle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire de Christelle Candelario est similaire à celle de Sarah Boone, sauf que Sarah a enfermé son petit ami dans une valise et l'a laissé mourir à l'intérieur. Aviez-vous peur? Toujours. S'il était sorti de la valise, qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Comme il me le disait, il m'aurait probablement rendu méconnaissable ou j'aurais perdu la vie. En février 2020, George Torres, âgé de 42 ans, est mort étouffé après avoir été enfermé dans une valise. Sa petite amie, Sarah Boone, également âgée de 42 ans, a été arrêtée le lendemain et inculpée de meurtre au second degré. Avant la mort de George, il avait des antécédents de violence envers Sarah Boone. Il a été arrêté plus de 10 fois pour avoir agressé Boone. Et pourtant, à chaque fois, Sarah payait sa caution. Le 24 février 2020, Sarah a appelé le 911 et leur a dit que Thor était mort. Elle a expliqué qu'ils jouaient à cache-cache quand ils ont pensé que ce serait drôle de voir si George pouvait rentrer dans une valise. Avant cela, ils avaient partagé une bouteille de vin et étaient un peu éméchés. George est entré dans la valise et Sarah l'a fermée avec la fermeture éclair. Elle est ensuite montée à l'étage, s'est accidentellement endormie et a oublié que Thor était dans la valise. Quand elle s'est réveillée, il était mort. C'est ce qu'elle a affirmé s'être passé. Au cours de l'enquête, Sarah a été très coopérative et a même remis son téléphone aux enquêteurs. Ils ont trouvé 2 vidéos troublantes qui laissaient penser que Sarah n'était pas honnête. Apparemment, l'une des vidéos montrait Boone en train de rire alors que Thor la suppliait de le laisser sortir. Au lieu de cela, elle a ri et a dit « C'est ce que tu fais quand tu m'étrangles et c'est ce que je ressens quand tu me trompes. » Lorsqu'on lui a posé la question, elle a dit qu'elle ne se souvenait pas des vidéos. J'ai juste un peu... J'ai fermé dans la valise. On trouvait ça drôle et on plaisantait sur le fait qu'il était assez petit pour tenir dans la valise. Quand Sarah est allée au tribunal, elle a raconté les faits tels qu'elle s'en souvenait. Elle a dit qu'ils avaient ri du fait qu'il était si petit. Sarah était également extrêmement difficile à gérer. 8 avocats différents ont été nommés par l'État et les 8 se sont retirés. Après cela, le juge a statué que Sarah avait perdu son droit à un avocat commis d'office. Sarah s'est représentée elle-même jusqu'en juillet 2024 lorsqu'elle a soumis une lettre indiquant qu'elle cherchait un avocat. James Owens l'a représentée et a tenté d'obtenir un accord de plaidoyer pour homicide involontaire. Cependant, Sarah Boone a rejeté cela. Aviez-vous peur? Toujours. Si tu étais sorti de la valise, qu'est-ce qu'il vous aurait fait? Comme il me le disait, il m'aurait probablement rendu méconnaissable ou j'aurais perdu la vie. Elle a dit au tribunal qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer et qu'elle était innocente. Finalement, la défense a soutenu que Boone souffrait du syndrome de la femme battue. Sarah a poursuivi en expliquant qu'elle avait parfois peur de George, surtout lorsqu'il était ivre ou drogué. Elle a dit que c'était à ces moments-là qu'il devenait violent envers elle. Elle a déclaré qu'à ce moment-là, lorsqu'il était enfermé dans la valise, elle voulait qu'il ressente un peu d'inconfort par rapport à ce qu'elle subissait constamment de sa part. Malgré les arguments avancés par Sarah, elle a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Elle sera condamnée le 2 décembre 2024. Nous allons maintenant nous pencher sur l'histoire troublante de Michelle Blair. Pouvez-vous me parler du type de maltraitance que vous avez dû subir étant enfant? Vous voulez dire des abus sexuels? S'il s'agit bien de ce qui s'est passé. Oui, cela m'est effectivement arrivé. C'est pour ça que je sais exactement comment on aurait grandi. Gabby Blair, la fille de Michelle Blair, a décrit sa mère comme une bombe à retardement, toujours prête à exploser à la moindre provocation. Selon Gabby, Michelle avait la mèche courte et le moindre contact ou la plus petite provocation la faisait exploser. À mesure que les frères et sœurs grandissaient, les mauvais traitements qu'ils subissaient de la part de leur mère s'intensifiaient. Mentalement, verbalement et physiquement, Gabby et ses frères et sœurs étaient soumis à une forme de punition de plus en plus sévère, qui dépendait de l'humeur de Michelle. L'accusé est inculpé au chef A, homicide, meurtre au premier degré avec préméditation, chef 2, homicide, meurtre au premier degré avec préméditation, chef 3, meurtre criminel, chef 4, meurtre criminel. Selon Gabby, Michelle utilisait régulièrement des rallonges électriques et des ceintures pour frapper elle et ses frères et sœurs. La violence a augmenté en août 2012 lorsque Michelle s'est convaincue que son fils de 9 ans, Stephen Barry, agressait ses autres frères et sœurs. Dans une tentative désespérée de découvrir la vérité, Michelle s'est lancée dans un interrogatoire de ses enfants plus jeunes, qui ont nié toute faute. Cependant, sous des questions incessantes, Gabby et ses frères et sœurs ont finalement avoué que Stephen les avait agressés. Elle a dit qu'il est mort environ une semaine plus tard
et que cela a été vu par 2 enfants. Munie de la confirmation des abus par ses enfants plus jeunes, Michelle s'est engagée sur une voie d'horreur inimaginable. Elle a saisi une rallonge électrique et a commencé à étrangler son fils de 9 ans avec le câble, si fort qu'elle l'a soulevé du sol. Au cours des jours suivants, les sévices infligés à Steven ont continué. Michelle l'a privé de nourriture, l'a mis dans un sac en plastique et l'a torturé jusqu'à ce qu'il meure. Après la mort de Steven, Gabby a été forcée de participer au plan horrible de sa mère. Michelle a ordonné à Gabby de placer le corps de son frère dans le congélateur. Plus tard, Gabby a décrit sa vie comme un cauchemar sans fin, hantée par le fait de savoir que son frère gisait sans vie dans le congélateur. Elle a raconté qu'elle vivait dans la peur constante de sa mère, faisant toujours attention à ce qu'elle disait en sa présence, terrifiée par les conséquences si elle osait parler. Dans sa confession, elle déclare avoir tué Stoney Ann Blair, 15 ans, et Stephen Barry, 8 ans, parce qu'il faisait du mal à son plus jeune fils. Avec le départ de Steven, le fils de Michelle, sa paranoïa a atteint de nouveaux sommets. Elle a alors commencé à concentrer son attention sur Stoney Blair, sa fille de 13 ans. Michelle était convaincue que Stoney avait agressé les plus jeunes enfants de la maison. Michelle a demandé à plusieurs reprises à son plus jeune fils si Stoney lui avait fait du mal, et il a menti par peur en disant oui. Cependant, en réalité, Stoney n'avait rien fait. Malgré l'absence de preuves, la paranoïa de Michelle alimentait sa conviction que Stoney représentait une menace pour sa famille. Juste sous mon nez, alors, je ne regrette rien de tout ça. Je ne regrette rien du tout. C'était mon fils, c'est mon bébé. Il n'y a aucun moyen. En mai 2013, Michelle a décidé de prendre les choses en main. Elle a frappé Stoney à la tête avec une planche de bois, lui causant de graves blessures. Elle a ensuite étranglé Stoney avec un T-shirt alors que Stoney était encore en vie. Michelle a forcé Gabby à aider à placer le corps de l'adolescente dans le congélateur. Michelle a ensuite menacé Gabby, disant qu'elle tuerait d'abord le seul frère survivant de Gabby, puis Gabby et elle-même si Gabby parlait à quiconque de ce qui était arrivé à Stoney et Steven. 2 ans plus tard, Michelle a été expulsée de la maison pour non-paiement du loyer. Lorsqu'une équipe d'expulsion est arrivée pour faire sortir Michelle et ses enfants de la maison, ils ont fait une découverte horrifiante. Ils ont trouvé les corps congelés de Stoney et de Steven dans le congélateur. Michelle Blair a été arrêtée et inculpée de 2 chefs de meurtre avec circonstances aggravantes, de meurtre avec préméditation et de torture. Quelques mois plus tard, Michelle a plaidé coupable et a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de l'audience de condamnation, Michelle a exprimé sa volonté d'accepter la peine de mort si le Michigan la proposait. Cependant, le juge a rapidement fait remarquer qu'elle avait déjà imposé la peine de mort à ses enfants, ce à quoi Michelle a répondu « Je l'ai fait ». Avant que le juge ne prononce la sentence, Michelle a pu s'adresser au tribunal. Au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes, elle a rejeté la faute sur les pères de ses 4 enfants, affirmant qu'ils n'avaient joué aucun rôle dans leur vie. Sa défense a tenté d'atténuer les circonstances de la condamnation de Michelle en soulignant qu'elle avait reçu peu d'éducation avant de devenir elle-même mère. Ils étaient au courant des abus en 2002 et en 2005. Le comportement de Michelle tout au long du procès dressait le portrait d'une personne froide et calculatrice. Elle n'a montré pratiquement aucun remords pour les crimes qu'elle avait commis, qualifiant ses enfants morts de démons et affichant un détachement glaçant par rapport à ses actes. En s'adressant au juge, Michelle a affirmé sans la moindre excuse qu'elle n'avait jamais menti sur quoi que ce soit et qu'elle allait parfaitement bien à sa manière tordue. En quittant la réalité troublante de l'affaire Mitchell Blair, nous nous penchons maintenant sur l'histoire tout aussi dérangeante de Diana Lovejoy. Diana Lovejoy, coach sportive et YouTube Use, entretenait une relation tendue avec son ex-mari Greg Mulvihill, alors que le couple se disputait sur les détails de leur divorce houleux, notamment la garde de leur jeune fils. Lovejoy, né le 26 octobre 1972, avait fréquenté Mulvihill pendant 1 an avant que le couple se marie en 2007. Cependant, le mariage a rencontré des problèmes dès le début, car Lovejoy a subi de nombreuses fausses couches avant d'avoir enfin un fils. Et moins de 7 ans après leur mariage, Lovejoy avait demandé le divorce. La longue procédure judiciaire qui a suivi la demande de divorce n'a fait qu'aggraver la relation entre le couple, car la garde exclusive et la pension alimentaire initialement accordée à Lovejoy pour leur fils alors âgé de 3 ans ont finalement été modifiées pour que le couple partage ses responsabilités. Lovejoy a également été obligé de verser 120 $0 à Mulvihill, puisqu'elle conservait leur maison familiale à Carlsbad, en Californie. Lovejoy a bien versé à Mulvihill la somme requise, mais elle n'a jamais voulu partager la garde de son unique enfant. Ainsi, dans un rebondissement surprenant, elle a élaboré un plan sinistre pour exécuter son ex-mari. Le 4 septembre 2016, Mulvihill a reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un détective privé qui l'a menacé avec de prétendues preuves de mauvais traitement envers sa femme, preuves qui pourraient être utilisées contre lui devant le tribunal.
l'appelant a réussi à convaincre Mulvey Hill de se rendre dans un endroit isolé près de Rancho Santa Fe pour récupérer les preuves. Et en arrivant là, bas avec son ami Jason vers 23 Chero, Mulvey Hill a été touché par balle sur le côté après avoir aperçu quelqu'un dans les buissons. Cependant, la balle a manqué son cœur et il a pu survivre à la fusillade. Une enquête sur la tentative de meurtre a été menée et il a rapidement été conclu, à partir des preuves trouvées, telles que les données des antennes relais, que Lovejoy avait été impliqué dans la tentative de meurtre. L'homme derrière l'arme s'est également avéré être un ancien marine, ainsi que l'instructeur de tir et amant de Lovejoy, Weldon McDavid, qui avait pris la fuite après sa tentative ratée. Le fusil AR-15 qu'il avait utilisé a ensuite été retrouvé dans son gala. Après l'arrestation du duo une semaine plus tard, il a été révélé que Lovejoy avait payé 2,0 $ à McDavid pour assassiner son ex-mari afin de l'écarter, préoccupé par leur fils. Lors d'une audience au tribunal, Lovejoy a affirmé que Mulvey Hill l'avait maltraité, elle et son jeune fils. Cependant, Mulvey Hill et les procureurs ont rejeté ces accusations. Les enquêteurs ont découvert des images de vidéosurveillance de Lovejoy datant de moins d'1 mois avant la tentative de meurtre où elle achetait le téléphone jetable que McDavid avait utilisé pour appeler Mulvey Hill cette nuit fatidique. Et le 13 novembre 2016, un jury a déclaré Lovejoy et McDavid coupables de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Des images vidéo capturées dans la salle d'audience ont montré la réaction inattendue de Lovejoy lorsque le verdict sur ses chefs d'accusation a été prononcé. Dès que le verdict de culpabilité a été lu, Lovejoy, qui fixait devant elle d'un air vide alors qu'elle était assise à côté de son avocat, s'est soudainement effondrée, sa tête heurtant le bureau. Des murmures mêlant choc et inquiétude se sont fait entendre dans la salle d'audience, car il semblait que Lovejoy avait perdu connaissance. Les agents du tribunal ont dû se précipiter pour l'allonger au sol avant qu'elle ne soit finalement transportée à l'hôpital, où il a été confirmé qu'elle s'était évanouie. Lovejoy a finalement été condamné en décembre à 26 ans de prison, tandis que McDavid a écopé d'une peine de 50 ans pour avoir été celui qui a appuyé sur la gâchette contre le mari de Lovejoy. Alors que nous quittons le récit bouleversant de Diana Lovejoy, nous nous retrouvons face à l'histoire glaçante de Camilla Gamet. En 2013, Camilla Gamet vivait avec son petit ami de 38 ans, Marcel Hill, à Jackson, Mississippi. Le couple avait des personnalités opposées. Marcel, qui souffrait de multiples handicaps mentaux et physiques, était décrit comme un homme amical, au caractère enfantin, et travaillait dans un fast-food. D'un autre côté, Gamet, qui avait eu une enfance difficile en vivant dans 13 familles d'accueil différentes, était connu pour sa consommation de substances, sa nature abusive et sa tendance à des accès de violence. Gamet avait déjà été arrêté pour avoir agressé un ex-petit ami et elle reproduisait ce comportement maltraitant dans sa relation avec Hill, le harcelant souvent et le frappant violemment. Une fois, Gamet a poignardé Hill avec un couteau puis a recousu la blessure elle-même. Elle lui a également perforé un poumon lors d'une autre agression. Et lors d'un troisième incident, elle l'a frappé à la tête avec un marteau. Lors de ces 3 occasions, Hill a choisi de ne pas signaler Gamet aux autorités, et il ne vivrait pas assez longtemps pour regretter son inaction. Le 18 mai 2013, Gamet et Hill se sont livrés à une violente bagarre physique, où, dans un accès de rage, Gamet a littéralement massacré Hill, le frappant et le poignardant à plusieurs reprises avec un couteau et une poêle jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis ouvrant le torse de son cadavre. Entendant le vacarme provenant de leur domicile, un voisin a appelé le 911 et, à l'arrivée de la police, ils ont découvert une maison en complet désordre. Les meubles avaient été brisés. Le couteau et la poêle, tout comme Gamet, étaient couverts du sang de Hill. Hill avait été poignardé 11 fois, mais chose remarquable, Gamet n'avait subi aucune blessure et ne faisait qu'articuler difficilement lorsqu'elle a été retrouvée. Gamet a été rapidement arrêtée, mais elle a déclaré aux autorités qu'elle dormait dans le salon lorsqu'une personne l'avait frappée à plusieurs reprises à la tête, ce qui l'avait poussée à se défendre contre cet agresseur non identifié, avant de finalement se rendre compte qu'il s'agissait de son petit ami. Lors de l'audience en mars 2014, les déclarations de Gamet ont été facilement rejetées en raison des nombreuses incohérences dans son récit. Le 16 avril 2014, Gamet a été reconnue coupable des charges retenues contre elle et condamnée par un juge du circuit du comté de Jackson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, la réaction de Gamet à l'annonce de la sentence allait déclencher une série d'éclats dans la salle d'audience, notamment de la part du juge. Avant que le verdict ne soit prononcé, Gamet n'a montré aucun signe de remords, se contentant de lever les yeux au ciel et de rire pendant que la famille de Hill lui lisait une lettre émouvante. Le juge présidant l'audience a réagi en déclarant qu'il espérait que Gabe mourrait en prison et que si le Mississippi appliquait la peine de mort, elle aurait été envoyée sur la chaise électrique.
Juste au moment où vous pensez que les actes de Camille Guillemette sont aussi sombres que possible, préparez-vous à découvrir Taylor Shabusiness. Arrête ça. Arrête ça. La femme que vous venez de voir, c'est Taylor Shabusiness. Le 23 février 2022, la tête démembrée d'un Américain de 24 ans nommé Chad Tyrion a été retrouvée dans un seau par sa mère à Green Bay, dans le Wisconsin. Sa mère, Tara Pakanich, a appelé la police et ils ont découvert plusieurs parties du corps coupées en deux à différents endroits. L'auteur, Taylor Shabusiness. Tyrion et Shabusiness étaient en couple depuis un certain temps et 2 jours avant que des parties de Tyrion ne soient retrouvées, Taylor était venu le chercher chez sa mère. Elle l'a emmené dans un autre appartement où ils avaient rencontré un ami et ingéré des quantités de substances dures. Peu de temps après, ils étaient sous l'influence de la drogue, alors ils retournèrent à l'appartement de Tyrion. À leur arrivée, ils sont devenus intimes dans le sous-sol. Tara Pakanich était sortie avec son petit ami lorsque son fils et Taylor sont arrivés à la maison. Cependant, au cours de ce moment, Taylor a étranglé Tyrion jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang et n'a pas arrêté avant qu'il ne rende son dernier souffle. Elle a tué Tyrion avec une chaîne en métal avant de démembrer son corps et de placer sa tête dans le sous-sol de sa main. Elle a également retiré les organes et des parties du corps de Tyrion qu'elle a placés dans des sacs en plastique, des boîtes en carton et un bac de rangement. Ce meurtre en particulier était si atroce qu'on en parle encore aujourd'hui. Si ce que Shabusiness a fait à Tyrion de son vivant était terrifiant, il a ensuite été révélé que ce qu'elle lui a fait après était encore pire. Quand as-tu commencé, tu sais, à découper son corps? Presque tout de suite. Je suçais et découpais en même temps. Shabusiness a maltraité le corps de Tyrion pendant des heures après sa mort. Elle l'a agressé sexuellement et a mutilé son corps avec des objets intimes après avoir eu elle-même des rapports avec le corps. Elle a admis cela sans la moindre once de remords dans son comportement, mais ce n'était même pas suffisant. Shabusiness est apparu au tribunal après avoir été arrêté 3 mois plus tard par la police, lorsqu'ils ont retrouvé les restes manquants de Tyrion dans sa mini-fourgonnette. Elle a été inculpée d'homicide volontaire, d'agression sexuelle au 3e degré et de mutilation de cadavres, entre autres chefs d'accusation. L'enquête a révélé que Taylor Shabusiness s'était inspiré du tristement célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer, qui avait des habitudes rituelles lorsqu'il assassinait ses victimes. Tu connaîtras le même sort que ton idole, le tristement célèbre Jeffrey Dahmer. Alors, je te souhaite une bonne vie, Shabusiness. Taylor a affirmé qu'après avoir démembré Tyrion, elle avait vidé son sang dans la baignoire et avait pris une douche avec. Cette révélation particulièrement horrifiante a profondément choqué l'interrogateur. Finalement, il était temps pour Shabusiness de défendre sa position. Cependant, elle avait d'autres plans. Arrête ça. D'accord. Arrête ça. Lors de cette comparution au tribunal le 23 février, Shabusiness a soudainement attaqué son avocat, choquant toutes les personnes présentes dans la salle d'audience à ce moment-là. Elle l'a frappé au visage avant que l'avocat ne se défende lui-même, puis que les agents présents dans la salle tentent de la maîtriser. 6 mois auparavant, le 1er septembre 2022, l'avocat que Shabusiness a attaqué, Ken Jolly, avait déposé un plaidoyer de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale en raison de la nature des actes de Shabusiness. Il semblait que la raison pour laquelle Taylor avait attaqué son avocat au départ était que Ken avait demandé que la date du procès soit repoussée un peu. Après cet incident, cependant, Ken a déclaré au juge Thomas Walsh qu'il prévoyait de se retirer de l'affaire après cette audience. Après cet accès de violence et cette attaque soudaine de Shabusiness, ses apparitions ultérieures au tribunal la montraient portant une protection contre les postillons en raison de ses actions imprévisibles. Au cours de l'une de ces audiences, l'oncle de Chad Tyrion a dit à Shabusiness que ce qu'elle avait fait était horrible et que c'était la conséquence de son refus de se faire aider pour sa condition. Vous savez, il existe de l'aide, et si vous aviez choisi de demander de l'aide, vous ne seriez pas dans cette situation aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne serait dans cette situation, mais prendre le chemin lâche que tu as emprunté et faire souffrir d'autres personnes parce que tu souffrais, c'est assez merdique. Michel Tyrion. Poursuivre. Taylor, je voulais juste te dire que je te pardonne pour ce que tu as fait à mon fils. Oui, tu as fait un mauvais choix, et maintenant tu dois vivre avec. Comme je l'ai dit, je te pardonne. Et je vais demander à la juge si elle peut te laisser revoir la rue un jour. Shabusiness n'a montré aucun remords pour ce qu'elle avait fait et a été vue en train de sourire à plusieurs reprises. La juge Walsh
n'a pas trouvé cela juste, ni même permis d'aucune manière, car ce que Taylor avait fait était si terrifiant que le juge a déclaré que cela offensait la décence humaine. Le jury n'a mis que 30 minutes à rendre son verdict et a déclaré Shabusiness coupable de tous les chefs d'accusation. Même si le nouvel avocat de Shabusiness avait insisté pour plaider non coupable pour cause de folie, le jury a estimé que le meurtre était prémédité et calculé. Shabusiness a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et elle a montré peu ou pas d'émotion lorsque sa sentence lui a été annoncée. Nous tournons maintenant notre attention vers Shayna Hubers, une jeune femme dont la relation tumultueuse s'est terminée par un acte de violence choquant. Ryan Poston était un jeune homme intelligent qui s'est spécialisé en histoire, géographie et sciences politiques à l'Université de l'Indiana avant d'entrer à la faculté de droit de la Northern Kentucky University. Après avoir obtenu son diplôme, Ryan a entamé une brillante carrière d'avocat à Cincinnati, dans l'Ohio. C'est à cette période qu'il a croisé la route de Shayna Hubers, une jeune femme de 20 ans avec qui il a entamé une relation tumultueuse. Au cours des 18 mois suivants, Ryan et Shayna se sont séparés près d'une douzaine de fois. Malgré leurs différences, ils continuent à se retrouver, poussés par une force inexplicable. Le 12 octobre 2012, Ryan et Shayna traversaient une période de rupture dans leur relation. Ryan, en fait, avait prévu de sortir ce soir-là avec la gagnante de Miss Ohio USA 2012. Il était loin de se douter que sa vie allait bientôt être brutalement interrompue. Plus tard dans la soirée, Shayna a appelé le 911 depuis l'appartement de Ryan, disant à l'opérateur qu'elle l'avait abattu et tué. L'opérateur a immédiatement envoyé la police et les secours sur place, où ils ont trouvé le corps sans vie de Ryan gisant dans une mare de sang. Après son arrestation, Shayna a été interrogée par les détectives, au cours de laquelle elle a fait plusieurs déclarations troublantes. Elle a qualifié Ryan de très vaniteux, semblant ainsi tenter de rejeter la faute sur lui. De plus, elle a exprimé des doutes sur le fait que quelqu'un veuille l'épouser après avoir appris qu'elle l'avait tué par légitime défense. Au cours de l'interrogatoire, le comportement de Shayna est devenu de plus en plus erratique lorsqu'elle s'est retrouvée seule. Shayna s'est mise à danser et à chanter Amazing Grace, apparemment inconsciente de la gravité de sa situation. Elle a même avoué, disant « Je l'ai fait, oui, je l'ai fait, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. » Du tout une meurtrière. Ces derniers jours, l'avocat du Commonwealth a appelé témoin après témoin, beaucoup affirmant que Hubers avait tué intentionnellement. Shayna a été inculpée de meurtre au premier degré. Sa caution a été fixée à la somme astronomique de 5 millions de dollars, garantissant qu'elle resterait en détention jusqu'à son procès. En 2015, le procès de Shayna a commencé, a duré 2 semaines et s'est terminé lorsque le jury a délibéré pendant 5 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. Cependant, la défense a ensuite découvert qu'un jury ayant siégé à son procès était un criminel condamné, ce qui a jeté le doute sur l'équité du verdict. En conséquence, la décision a été annulée et Shayna a obtenu un nouveau procès. On tentera à nouveau de prouver que Hubers a assassiné son ex-petit ami, Ryan Poston. Hubers affirme qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense lorsqu'elle a tiré sur Poston dans son appartement de Highland Heights. En 2018, Shayna a été jugée pour la 2e fois en lien avec le meurtre tragique de son petit ami, Ryan Poston. Ce procès a attiré l'attention sur la relation entre Shayna et Ryan, explorant en détail des aspects explicites de leur vie amoureuse. La défense a soutenu que le comportement de Ryan envers Shayna ressemblait à un yo-yo, la repoussant puis la ramenant, ce qui provoquait de la confusion et des messages contradictoires. Cependant, l'accusation a présenté un argument convaincant, rappelant au jury que c'est Shayna qui a réduit la distance entre eux et tiré le premier coup de feu, choisissant finalement de lui tirer 5 fois de plus dans la tête. Nous pensons qu'il s'agissait d'un membre de la famille ou d'un ami. Les déclarations liminaires ont été faites ce matin, au cours desquelles l'accusation a affirmé que Shayna Hubers était une femme froide et calculatrice. Selon les procureurs, Shayna était implacable dans sa poursuite de Ryan. Ils ont présenté des preuves montrant qu'elle lui envoyait des messages et l'appelait de façon excessive. De plus, lors de l'interrogatoire, Shayna a été enregistrée en train de dire « Je suis douée pour jouer la comédie ». Cette déclaration a éveillé les soupçons de l'accusation, car il pensait qu'elle jouait un rôle pour tromper la police. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre. Coupable. La femme qui a tiré sur son petit ami parce qu'il s'apprêtait à la quitter pour une candidate de Miss USA. Après que le jury soit parti délibérer, il leur a finalement fallu 5 heures pour, une fois de plus, déclarer Shayna coupable du meurtre de Ryan. Lorsque le verdict de culpabilité a été prononcé, Shayna s'est penchée en avant, a enfoui son visage sur les genoux de son avocat et a pleuré. Lors de la phase de détermination de la peine, le juge a dit à Shayna que ses actes étaient d'une violence extrême et délibérément calculée.
Cette évaluation l'a amené à conclure qu'une peine de réclusion à perpétuité était la sanction la plus appropriée. Le jury a estimé que vous aviez intentionnellement assassiné Ryan Poston. Vous avez pris l'arme de M. Poston sur la table de la cuisine et vous lui avez tiré dessus à 6 reprises. Lorsque le juge Zala a prononcé la sentence, la salle d'audience est restée silencieuse. Shayna est restée impassible, apparemment insensible à la gravité de la situation. Dans une tentative d'influencer le juge, l'avocat de Shayna a demandé l'annulation du procès. Cependant, le juge a rejeté la requête. Dans la prochaine affaire, nous allons plonger dans le récit glaçant de Dinah Lane, une meurtrière d'une cruauté rare qui a commis un acte véritablement inimaginable. Elle n'a parlé publiquement de ce qui s'est passé ce jour-là en mars qu'une seule fois. Elle a dit que lorsque Lane a commencé à l'attaquer, elle lui a dit qu'elle l'aimait, espérant qu'elle s'arrêterait. Wilkin raconte que Lane a répondu « Si tu m'aimes, tu me laisseras faire ça ». Le 18 mars 2018, Michelle Wilkins, enceinte de 7 mois, a répondu à une annonce Craigslist pour des vêtements de bébé. Michelle ne pouvait pas savoir que sa rencontre avec Dinah Lane, une femme de 35 ans, allait se transformer en un cauchemar terrifiant. Dinah Lane a invité Michelle chez elle sous prétexte de lui vendre des vêtements pour bébé. Cependant, lorsque Michelle est arrivée, elle a découvert que Dinah avait d'autres intentions. Après le verdict, Michelle Wilkins s'est assise dans une pièce calme et a profondément réfléchi à la période la plus difficile de toute sa vie. Je lui pardonne, qu'elle ait demandé mon pardon ou non. Elle a également partagé un moment tragiquement personnel. Dinah a conduit Michelle au sous-sol où son plan sinistre s'est déroulé. Dans le sous-sol, Dinah, armée d'une lampe à lave, a violemment agressé Michelle. Elle a frappé Michelle à la tête, la laissant désorientée. La situation s'aggravant, Dinah a utilisé un morceau de verre brisé pour poignarder Michelle au cou. Alors que Michelle était impuissante au sol, Dinah, dans un acte de violence tordue, a ouvert le ventre de Michelle et a retiré la petite fille à naître de son utérus. J'ai fait toutes les choses que, vous savez, une maman voudrait faire. Je lui ai lu des histoires, je l'ai habillée, mais ne pas pouvoir citer à son premier souffle. Après avoir extrait le bébé Aurora du ventre de sa mère, Dinah l'a laissé Michelle se vider de son sang dans le sous-sol. Le mari de Dinah, David Ridley, est rentré du travail. À son arrivée, il a trouvé Dinah couverte de sang. Dinah, paniquée, a dit à David qu'elle avait fait une fausse couche dans la baignoire à l'étage. David et Dinah ont emmené la petite fille à l'hôpital, espérant lui sauver la vie. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Pour que le compte rendu soit clair, j'essaierai de vous poser des questions précises et vous y répondrez du mieux que vous pouvez. Alors, tu es descendu avec ça? Michelle Wilkins a miraculeusement survécu à l'agression et a été elle-même transportée à l'hôpital. Alors que Michelle recevait un traitement, les médecins ont commencé à se méfier de l'histoire de Dinah. Les médecins ont remarqué qu'elle ne présentait aucun signe d'accouchement récent, ce qui les a amenés à remettre en question son récit. Maintenant, c'est une de ces questions du pourquoi. Qui sait pourquoi? David Ridley vous a dit qu'il ne voulait pas d'enfants. Vous savez que Mme Lane avait elle-même 2 autres enfants. Bientôt, la vérité a commencé à éclater. Il a été révélé que Dinah avait menti à son mari et à ses enfants pendant des mois au sujet de sa grossesse. Elle avait monté une supercherie pour faire croire à tout le monde qu'elle attendait un bébé, allant même jusqu'à publier de fausses échographies sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est une de ces questions du pourquoi. Qui sait pourquoi? David Ridley vous a dit qu'il ne voulait pas d'enfants. Vous savez que Mme Lane avait elle-même 2 autres enfants. Pourquoi a-t-elle simulé cette grossesse? Nous ne le savons pas. Cependant, à l'approche de la fausse date d'accouchement de Dinah, elle s'est retrouvée dans le besoin d'un bébé. Désespérée de satisfaire ses désirs, elle a créé une annonce en ligne et a attiré chez elle une femme enceinte sans méfiance. Son objectif était de voler le bébé et de continuer à faire croire qu'elle était enceinte. Alors que nous entrons dans le vif du sujet aujourd'hui, bien sûr, la sélection du jury commence et 300 jurés potentiels seront convoqués. Bien sûr, ce nombre sera réduit à seulement quelques-uns. Dinah a été inculpée de tentative de meurtre au premier degré, de 2 chefs d'accusation d'agression au premier degré, de 2 chefs d'accusation d'agression au 2e degré et d'interruption illégale d'une grossesse. Elle n'a pas pu être poursuivie pour la mort du bébé en raison de la législation du Colorado. Malgré cette subtilité juridique, les jurés ont tout de même reconnu Dinah coupable de tous les chefs d'accusation et le juge l'a condamnée à 100 ans de prison. Lane, lors de précédentes comparutions devant le tribunal. Elle reste en détention à la prison du comté de Boulder avec une caution fixée à 2 millions de dollars et si elle est reconnue coupable... Tout au long du procès, Dinah est restée impassible, ne montrant aucune émotion alors que les détails de l'affaire étaient révélés. Cependant,
À l'annonce de la sentence par le juge, Dinell a fondu en larmes. Un moment marquant du procès est survenu lorsqu'un enregistrement d'interview a été diffusé devant le jury. Dans cet enregistrement, Dinell a affirmé que Michelle possédait le couteau lors de l'altercation. Bien que cette déclaration ait été contredite par d'autres preuves, elle a semblé provoquer une réaction chez Dinell, que l'on a vu pleurer pendant la diffusion de l'enregistrement. Bien que Dinell ait elle-même choisi de ne pas témoigner, ses amis et sa famille ont ressenti profondément l'impact émotionnel de son affaire. Ils ont pris la parole en son nom, partageant des histoires sur la femme aimante et compatissante qu'ils connaissaient. Je choisis d'utiliser mon temps pour m'adresser directement à toi, Dinell, car jusqu'à ce moment précis, tu as refusé de nous reconnaître, nous, les victimes de tes actes violents. Au cours du procès, Michelle a eu l'occasion d'affronter Dinell directement, en prononçant une déclaration puissante. Tenant une grande photo de sa fille Aurora, Michelle s'est adressée à la prévenue en disant « Tu m'as sciemment laissée pour morte à plusieurs reprises. Les seules larmes que tu as versées pendant le procès étaient des larmes d'apitoiement, au son de ta propre voix, alors que tes mensonges étaient lentement dévoilés. La colère était légitime, et j'ai aussi ressenti de la compassion. Et j'ai atteint un endroit apaisant où je pouvais ressentir les deux à la fois. » Voilà Michelle Wilkins. Michelle a souligné son désir de justice, plaidant pour une peine maximale à l'encontre de Dinell. Elle estime qu'une telle peine permettrait à Dinell d'avoir le temps d'expier, de réfléchir et de méditer par la prière et l'action. Son intention était que Dinell comprenne réellement la gravité de ses actes et leur impact sur toutes les personnes concernées. Nous découvrons maintenant l'histoire déconcertante de Kimberly Kessler. L'affaire Kessler est l'une de celles qui soulève de nombreuses questions sur l'identité, la confiance et les recoins sombres du comportement humain. Joyce Beers est la cousine de Jolene Cummings. Jolene Rebecca Cummings, âgée de 34 ans, était une mère célibataire de 3 enfants, travaillant comme coiffeuse dans un salon local à Yulee, en Floride, en mai 2018. Son amie, Brooke Harley, se souvenait de leur rencontre au lycée et disait être restée amie avec elle depuis ce temps-là. Elle a dit « Jolene était pleine de vie, les gens voulaient être autour d'elle. C'était une personne très généreuse et aimante. Elle était incroyable. » Selon Brooke, Jolene a obtenu son diplôme en 2002 et est tombée enceinte peu de temps après. Bien qu'elle fût jeune, cette dernière était convaincue qu'elle serait une bonne mère. Brooke dit que Jolene était le genre d'amie qui prenait toujours votre défense. Elle disait toujours « Pourquoi tu le laisses te parler comme ça ou te faire ça? Tu ne peux pas accepter ça. » Quand la relation de Jolene avec le père de sa fille n'a pas fonctionné, elle a déménagé à Jacksonville avec son enfant et s'est inscrite à l'école de cosmétologie. La mère de Jolene, Ann Johnson, a raconté à quel point sa fille était ravie d'obtenir ce travail et qu'elle se constituait peu à peu une clientèle. Le 13 mai 2018, c'était la fête des mères et l'anniversaire de Jolene. Ann a déclaré que sa fille lui achetait toujours des fleurs ce jour-là. Lorsque Jason est arrivé dans l'allée vers 18h et a dit que Jolene ne l'avait pas rejoint à Hilliard, comme il l'avait convenu pour récupérer les enfants, Ann a commencé à s'inquiéter. Jason a dit « J'aurais eu de ses nouvelles. Sa fille aurait forcément eu de ses nouvelles. » Ann a su que quelque chose n'allait pas lorsque Jolene n'a pas répondu à ses appels et a contacté le service de police de Fernandina Beach pour signaler sa disparition. La femme de 34 ans a été vue pour la dernière fois quittant son lieu de travail vers 17h le 12 mai et n'a plus jamais été revue. Selon les autorités, elle a été assassinée, mais ses restes n'ont pas été retrouvés à ce jour. La police soupçonnait que son corps avait été démembré et secrètement dissimulé. Les enquêteurs ont décidé d'établir une chronologie des événements ayant précédé la disparition de Jolene et ont contacté les propriétaires du salon de coiffure Tangles pour apprendre qu'elle avait été chargée de fermer le salon le 12 mai à 17h. De plus, les propriétaires ont informé les agents qu'elle était avec une nouvelle employée, nommée Jennifer Seibert, et leur ont fourni son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Peu de temps après, les enquêteurs ont retrouvé le Ford Expedition beige de Jolene le 15 mai sur le parking du Home Depot à Yulee. Ils ont vérifié les images de vidéosurveillance et ont découvert que Jennifer sortait du parking et entrait dans une station-service voisine après avoir garé la voiture le 13 mai vers 1h17 du matin. Soupçonnant son implication, la police est retournée au salon pour apprendre qu'elle ne s'était plus présentée au travail depuis. Kimberly, qui utilisait le faux nom de Jennifer Seibert, a été inculpée de meurtre au premier degré en septembre 2018 et également de 2 chefs d'accusation de voies de fait sur un agent des forces de l'ordre après avoir prétendument enlevé ses vêtements et lancé des excréments sur eux. Selon l'émission, ses frasques en prison et au tribunal, y compris une grève de la faim, visaient à la faire déclarer mentalement inapte à comparaître devant la justice.
Cependant, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en décembre 2021. Selon ses dossiers de détention, Kimberly est âgée d'une 50aine d'années et purge sa peine à la Lowell Correctional Institution dans le comté de Marion, en Floride. Ces affaires troublantes révèlent les aspects les plus sombres de la nature humaine, mais il reste encore beaucoup à découvrir. La prochaine vidéo à l'écran vous plonge encore plus profondément dans les moments choquants où les meurtriers font face à la justice. Des réactions glaçantes dans la salle d'audience aux peines qui redéfinissent la notion de châtiment, vous ne voudrez pas manquer la suite.